Bonjour, merci à Kemp et son équipe pour son invitation à partager un peu de mon expérience en stress et burn-out. Alors je me présente, je m'appelle Anne Abetz, je suis entrepreneuse, consultante senior et coach psychosocial. J'ai créé Stress Out en 2015 afin d'accompagner des clients, des collaborateurs, des cadres, des dirigeants vers un alignement professionnel et un management plus humain. Et je mets à disposition mes expériences personnelles et professionnelles du stress et du burn-out, mon équipe et également ma méthode pluridisciplinaire unique. Et là, en parlant avec vous ce matin, c'est vraiment sortir de ma zone de confort puisque pour moi, c'est pas hyper naturel de parler à un écran, mais j'essaie, voilà, je trouve que c'est important, étant donné ce qu'on est en train de tous de traverser avec ce confinement, c'est une période très particulière. L'éloignement, le bousculement de nos habitudes nous fragilise et il est vraiment important d'éviter d'essayer de glisser vers un stress trop prégnant, un stress chronique, un risque de burn-out parental, une dépression ou une déprime passagère. Et je pense que c'est vraiment en se rendant compte que voilà, le confinement rime avec l'isolement pour certains et avec presque un enfer pour d'autres en étant les uns sur les autres. Les émotions sont à leur sommet et on est facilement à cran. Donc c'est vraiment important de prendre conscience qu'on soit chez soi ou en train de travailler. Et je salue d'ailleurs toutes les personnes en première ligne, le corps médical bien sûr, mais aussi les pharmaciens, les commerçants, les transporteurs, les facteurs qui travaillent pour nous dans ces conditions difficiles. Mais on est tous concernés par le Covid-19 et notre capacité à gérer va se traduire directement dans l'ambiance dans nos chaumières et donc évidemment avec un risque de crépage de chignon ou de pétage de plomb comme on peut dire pour certains. Donc je vais vous partager comment d'abord identifier mon stress. Alors le stress, c'est d'abord un terme qui veut dire beaucoup et en même temps pas grand-chose. C'est important de savoir exactement de quoi on parle. C'est déjà être conscient de comment chez moi ce stress se traduit. C'est quoi ce stress? C'est quoi cette pression que je ressens à l'intérieur? Alors chacun d'entre nous, on va avoir une espèce de petit dictionnaire à identifier. Donc, je m'explique. Donc, voilà, maintenant, je vous parle devant une caméra. Je ne suis pas exactement hyper détendue comme je le souhaiterais. Donc, comment ça se traduit? Eh ben, je vais avoir une boule dans le ventre. Je vais peut-être avoir des sueurs froides. Je vais perdre mes moyens au niveau de mon mental. Je vais peut-être avoir mal au ventre, mal au dos. Évidemment, le stress va se traduire par des troubles du sommeil en général. Voilà, il y a évidemment pour certains de l'irritabilité, voire de l'agressivité, de l'hyperémotivité. Donc ça, c'est tous des éléments qui nous permettent à vous, à moi, de découvrir et d'identifier comment ce stress se traduit chez moi. Mais c'est aussi important de se souvenir que le stress, en fait, il est nécessaire et il est important par rapport à, jusqu'à un certain stade, par rapport à notre performance. Quand on a un manque de stress, il y a de l'ennui et il y a un risque de glissement, même pour certains, vers ce qu'on appelle un bore-out. Donc le stress, jusqu'à un certain stade, il va être plutôt positif, il va être plutôt productif. Et c'est au-delà de tensions trop importantes et sur la durée que petit à petit, on glisse vers un stress qu'on va appeler improductif, voire paralysant. Donc c'est aussi intéressant de savoir pour chacun d'entre nous où se trouve notre zone de performance. C'est quoi le niveau de stress dont j'ai besoin pour avoir envie de me dépasser, de mettre en place un défi, des défis, des challenges. Ensuite, c'est de se rendre compte qu'en fait, quand on est sous stress, on utilise notre cerveau reptilien. Alors, voilà, comme son nom l'indique, c'est vraiment comme le cerveau des crocodiles. Donc, on n'est évidemment pas du tout en train d'utiliser la part la plus intéressante de notre cerveau, même si au départ, c'est tout à fait inconscient. Donc, il n'y a pas à juger ça, mais ce sera intéressant de se dire, ok, et ça, c'est la question suivante, c'est comment je vais gérer ça. Donc, c'est prendre conscience que quand on est sous stress, on est en train d'utiliser notre cerveau reptilien et comme son nom l'indique, le crocodile, il n'a pas énormément d'actions possibles, il va être un peu dans le manger, boire et copuler. Donc c'est pas extrêmement créatif
comme animal. Et en fait, quand on est sur notre cerveau reptilien, on est dans ce qu'on appelle le pilote automatique. Et en pilote automatique, on a 3 réactions de base, ce qu'on appelle en anglais les 3 F, flight, flee, freeze. C'est-à-dire que sous pilote automatique, vous, moi, chacun d'entre nous, et il n'y a pas à juger là-dessus, on va avoir une réaction naturelle qui est soit la lutte, soit on entre en combat, on ne se laisse pas, on ne veut pas se laisser envahir par l'agent stressant, soit on est dans la fuite, soit on est dans le figement, dans l'inhibition de l'action. Et en fait, c'est vraiment essayer de penser, par exemple, quand vous voyez une souris qui essaie d'échapper à un chat, au départ, elle va essayer de fuir, et puis si elle se rend compte qu'elle n'arrivera pas à fuir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se figer en espérant que le chat l'oublie et trouve ça beaucoup moins drôle de jouer avec elle. Et souvent, ça marche. Et en fait, chez nous, êtres humains, on a exactement cette même réaction, même si ça ne se représente pas de la même façon, mais on verra ça plus tard. Mais en tout cas, aucune de ces 3 réactions n'est meilleure qu'une autre, c'est juste une réaction naturelle. Et ce qui sera intéressant, c'est d'identifier cette réaction pour pouvoir mettre en place une autre façon de fonctionner par rapport à certaines situations. Mais clairement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les conséquences du stress, ça va être des pertes de moyens, des sources de conflits, des incompréhensions et évidemment des sources de pathologies. Il peut y avoir l'apparition d'asthme, d'allergies, d'infections répétées, d'hypertension et donc aussi malheureusement quand le stress est devenu beaucoup trop important, qu'on glisse vers du stress chronique, il y a les AVC, les infarctus, la dépression, les burn-out, etc. Il y a toute une série de pathologies qui sont issues d'un stress trop prégnant. Par ailleurs, la réponse à notre stress, elle est très personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, le stress, c'est une équation entre des stresseurs et de la stressabilité. Et selon l'Institut des neurosciences, cette stressabilité, elle explique 90% de notre stress perçu. Donc ça veut dire que dans une situation, moi, votre voisin, le boucher, l'informaticien ou le Dalai Lama ne va pas du tout percevoir ou vivre la situation de la même manière. Et ça, c'est lié à un ensemble d'éléments. Ça va être lié à notre personnalité. Est-ce qu'on est plutôt de nature perfectionniste, anxieuse, avec des croyances du style tout ou rien, idéaliste, etc., etc. Donc ça peut être lié à notre personnalité, à notre passé, à notre état de santé, à la génétique et également à notre éducation et à nos expériences. Voilà. Alors après, une fois qu'on a identifié qu'on est sous stress ou pas, un autre élément qui est fondamental et que je vais du coup partager beaucoup lorsque je travaille à la clinique du stress et du burn-out chez Reclambermont, c'est que le stress n'est pas toxique en tant que tel, tant qu'il se rééquilibre par une phase de détente. Donc je m'explique, toute personne peut passer et survivre et même bien vivre avec des pics de stress importants, tant que ces pics de stress sont chaque fois rééquilibrés par une phase de détente importante. Donc tout le travail va être dans cette recherche d'équilibre entre un stress important, voire un pic très très important et une détente de la même qualité. Donc toute la question c'est, ok, qu'est-ce qui me ressource moi, qu'est-ce qui me fait du bien pour vraiment permettre de ne pas subir ce stress et de ne pas commencer à en avoir des répercussions importantes, comme je disais tout à l'heure, avec un stress paralysant ou un stress improductif. Et donc maintenant on va aborder, donc une fois qu'on a identifié son stress, on va essayer d'aller un pas plus loin, et c'est comment gérer ce stress. Donc c'est dans la compréhension un petit peu plus fine, c'est déjà d'arriver à définir, est-ce que quand je suis sous pilote automatique, exemple, quand il y a des bouchons sur l'autoroute, ce qui n'est pas le cas pour le moment, quand il y a voilà un bruit strident, une ambulance qui passe, ça génère chez vous, chez moi, un certain niveau de stress. Et donc, quelle est ma réaction naturelle par rapport à ça, ce fameux pilote automatique? J'essaie d'un petit peu plus vous expliquer la différence entre le flight, le flee et le freeze. Donc quand on est en lutte en fait, donc on cherche simplement de façon tout à fait inconsciente à échapper à cette contrainte, à ce pseudo-agresseur. Et quel est notre vécu? C'est une espèce d'intolérance
un ressenti de supériorité, d'impatience. Et comment est-ce que ça va se traduire dans notre corps au niveau de notre comportement? Il va y avoir des tensions musculaires, il va y avoir une tension intérieure, un regard qui devient fixe avec une voix forte, des gestes brusques, voilà, des menaces verbales. Donc il y a quelque chose qui bout à l'intérieur. Lorsqu'on est plutôt dans un ressenti de fuite, même si la personne ne bouge absolument pas de sa chaise, exemple, c'est une réunion d'équipe et il y a quelque chose qui fait que la personne ne se sent pas bien et elle se sent sous stress et a cette réaction naturelle de fuite, en fait, elle a envie d'échapper à ce qui se passe, elle a envie elle a un sentiment, un ressenti de confusion, d'agitation, de peur, d'anxiété ou parfois de la honte. Et comment ça va se traduire dans son comportement? Classiquement, c'est de l'agitation. Un pied qui gigote, ça peut être un sourire qui devient crispé, qui devient flou, un regard fouillant, des rougissements, des tremblements, des palpitations. Voilà, ça va être des comportements assez classiques d'une personne qui est en fuite. Et pour une personne qui est dans le figement et dans l'inhibition de l'action, en fait, cette personne a besoin, elle a un sentiment, elle a un vécu d'avoir besoin d'être protégée, elle a besoin d'être protégée, elle a un sentiment d'immobilisme ou de découragement. Et à ce moment-là, c'est un autre comportement qui se met en place, c'est plutôt une voix basse, des mouvements lents, des pleurs, un regard bas, une respiration lente, des lèvres pendantes, etc. C'est vraiment un côté, je m'intériorise très très fort. Donc une fois que vous avez, voilà, en fonction de ce que je vous ai expliqué, une fois que vous pouvez détecter plutôt votre tendance naturelle par rapport à une situation de stress, mais ça va être intéressant derrière ça de mettre en place une stratégie d'adaptation. Parce que on va pas faire comme la mouche qui se tape en permanence contre la vitre. À un moment, la mouche, elle change, donc on doit faire exactement la même chose. C'est que dans une certaine situation, par rapport à un stress, c'est comment est-ce que je peux m'adapter autrement à la situation. Et pour ça, ce qui va être important, c'est que derrière le fait que vous avez identifié que vous étiez sous stress, ça va être identifier la source du stress. Qu'est-ce qui génère chez moi cette réaction, ce comportement inconscient, cette perception inconsciente de ce stress? Et donc derrière, est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur cette source de stress? Et donc on va parler plutôt de stratégie active. Donc comment est-ce que je peux m'adapter? Comment est-ce que je peux voir le problème autrement? Ou bien on va parler de stratégie passive, c'est-à-dire de prendre en considération les émotions que ce stress génère chez moi. Et donc là, c'est plutôt essayer de mettre en place une pensée magique et prendre conscience que la rumination, les pensées, certains pleurs, peut-être certaines émotions, voilà, ce serait intéressant de les prendre en considération, mais autrement. Et donc quand vous avez identifié que la source du stress est un problème sur lequel vous avez un pouvoir d'action, en fait l'étape suivante, ça va être d'essayer de s'adapter à une situation et de prendre conscience qu'en fait on a de façon assez naturelle sur un tableau que je pense qu'on va vous mettre à disposition, il y a 6 dimensions qui sont importantes sur lesquelles vous allez vous retrouver, en tout cas pour un minimum de 3. C'est-à-dire que comment je passe de mon mode stressé à un mode plus serein. Donc par rapport à une situation donnée, comment est-ce que je passe de la routine ou d'un besoin de routine vers une curiosité par rapport à ce qui se passe. Évidemment, typiquement ce qui est en train de se passer ici avec le confinement, on a une situation qui nous est imposée. Comment est-ce que je vais mettre de la curiosité dans tout ce qui se passe? Alors quand j'ai plutôt des pensées rigides par rapport à la situation, comment est-ce que je passe à un niveau d'acceptation? Une autre dimension, c'est la dichotomie. Quand vous êtes dans du toujours, du jamais, du blanc-noir, vous êtes dans une forme de dichotomie. Et comment est-ce que de ça, je peux passer vers une forme de nuance? Donc si c'est compliqué avec vos enfants, comment vous allez communiquer avec eux pour ne pas être dans le toujours et le jamais, qui évidemment n'invite pas tellement à beaucoup de connexion et de communication ouvertes. Alors des personnes qui sont très fortes dans des certitudes, on va les encourager à apprendre à relativiser, à être plus dans
voilà, que les choses ne sont pas carrées, blanc, noir, etc. Et puis, une dimension qui parle à beaucoup de personnes, c'est l'image sociale. Cette pression sociale de comment je dois être vis-à-vis de la société, vis-à-vis de mes voisins, vis-à-vis même en famille, etc. Et comment est-ce que je peux passer de cette image sociale vers une opinion personnelle, vers une individualisation. Donc ça, c'est tout un chemin qu'on peut faire, qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais qui vient de l'Institut des neurosciences et qui nous permet en fait de petit à petit mettre en pratique une autre façon de fonctionner par rapport à un stress qui est bien présent pour vous. Alors, un autre aspect qui est important aussi à garder en tête et à mettre en place, et là je vais vous inviter à utiliser sérieusement votre smartphone de façon intelligente, c'est avoir en tête que d'un point de vue cérébral, au niveau de notre petit cerveau là, au niveau du mental, on a, et au niveau physiologique, on a besoin de mettre en place 3 bulles de détente. La première bulle de détente, c'est une petite bulle c'est de prendre une pause de 5 minutes, pas beaucoup plus que ça, toutes les heures 30, voire 2 heures de travail. Donc si vous êtes derrière votre PC, plus vous êtes statique, plus on va vous encourager à bouger, à aller chercher un verre d'eau, à parler avec des collègues ou vos enfants dans le confinement, etc. etc. Ça, c'est la première pause. Si vous êtes comme moi quand je suis concentrée sur quelque chose, j'en oublie que j'ai faim, et que je dois peut-être aller à la toilette. Donc c'est vraiment, tant qu'on n'a pas cet automatisme-là, c'est se le rappeler. Ok, mon horaire c'est de 9h à 12h30, admettons, vers 10h30, je me mets une petite pause. Première bulle. Deuxième bulle, c'est la bulle qu'on va appeler vraiment quotidienne. Et cette bulle quotidienne, ça va être un petit peu plus long. On parle de 10-20 minutes de temps qu'on appelle un moment rien qu'à moi, le RAM. Et c'est quoi mon RAM? Et on va en parler derrière pour voir quelles seraient pour vous les activités qui pourraient être vraiment un moment rien qu'à moi. Et ce moment rien qu'à moi, comme son nom l'indique, c'est quelque chose, une activité qui me détend, qui me fait du bien, qui me permet de me ressourcer. Mais donc ça veut dire qu'il y a zéro objectif de performance, que ce n'est pas pour celles et ceux qui vont se cacher dans les toilettes, c'est pas ce moment-là. Et c'est en tout cas également avant 23h pour avoir vraiment un moment de ressourcement à soi. Ça, c'est la deuxième bulle. Et la troisième bulle, c'est la bulle fondamentale qui va nous permettre de tenir le stress dans la durée. Et je pense qu'avec le confinement, il va falloir en faire une action hyper importante et très rapide à mettre en place. Donc, dans une vie normale, en tout cas, on conseille 1h30 à 2h par semaine pour réellement décompresser. Et donc là, c'est quelle est l'activité qui me permettrait, si je suis à un niveau de stress, admettons, entre 0 et 10 à 7,5, 8, quelle est l'activité qui me permettrait de descendre mon niveau de stress à 3, 4? Et là, il va falloir chercher. Parce que, et je le vois dans les patients que je vois à la clinique, malheureusement, quand on est en train de glisser vers un stress qui devient trop prégnant, qui devient chronique, etc., on a malheureusement eu cette fâcheuse habitude justement de rogner sur ces temps de détente. Et souvenez-vous, plus vous êtes stressé, plus ces temps de détente sont absolument fondamentaux pour justement ne pas arriver à un crépage de chignon ou un pétage de câble, comme je dis. Alors, quelles seraient les activités? Quels seraient les moyens pour vous faire du bien? Alors, c'est important, c'est de vous rappeler tout à l'heure, je vous disais, comment est-ce que votre stress se traduit chez vous? J'ai oublié de vous rappeler qu'en fait, ce stress, mais peut-être vous l'avez conçu, ce stress, il se représente sous 4 dimensions. Il y a la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension cognitive, votre mental, et la dimension relationnelle et comportementale. Plus vous êtes une personne qui est dans le cognitif, dans le mental, plus les bulles de détente vont devoir être dans les autres dimensions, donc émotionnelle, relationnelle ou corporelle. Donc c'est pour ça qu'on va par la suite faire un exercice sur la méditation. C'est pour ça que c'est tellement important de méditer, à apprendre à être dans l'instant présent, puisque notre mental, il nous emmène, il nous emporte, et malheureusement pas toujours dans des chouettes directions. Donc, quelles seraient les activités qui pourraient vous ressourcer, vous faire du bien? Ça peut être, donc, comme je le disais tout de suite, méditer. Ça peut être chanter, danser. Moi, avant de venir, j'ai dansé dans mon salon. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Ça peut être jouer de la musique, faire des mandalas, jardiner, et évidemment le contact avec la nature, avec les animaux, les liens sociaux, même si pour le moment c'est un peu plus compliqué, mais de s'appeler régulièrement, de prendre des nouvelles des uns et des autres. Confinement n'est pas égal isolement, et ça c'est vraiment important aussi de ne pas l'oublier. Alors évidemment, éviter les stimulants, parce que on a l'impression qu'en buvant un verre de vin ou sa petite bière tous les jours, ça nous permet de tenir, mais quelque part sur la longueur, c'est pas ça qui va nous détendre fondamentalement. Donc ça, c'est important d'être attentif aux stimulants et de pas tomber dans une forme d'addiction dans cette période particulièrement. Du repos avec un bon sommeil, un sommeil de qualité, et vous allez voir si vous testez la méditation que la méditation permet vraiment d'avoir un meilleur sommeil. Et puis il y a toute une série d'autres techniques de relaxation. Il y a des exercices de yoga, de tai chi, de qigong, des massages, de l'automassage douyin, ou des détentes plus actives comme aller courir ou puisque ça nous est encore permis, ou vraiment de faire des grosses randos enfin des bonnes marches dans les bois et dans les parcs aux environs.